première table ronde qui s'intitule « Les États généraux de l'alimentation répondent-ils aux attentes sociétales ?» Alors pour y participer, je vous ai dit que nous aurions un grand témoin. Il s'agit de Gérald Bronner, sociologue et professeur à l'université Paris Diderot. Merci beaucoup de l'applaudir. Il prend place. Merci également d'applaudir nos autres participants. Guillaume Garot, président du Conseil national de l'alimentation, ex-ministre délégué à l'agroalimentaire et député de Mayenne. Merci beaucoup à vous, monsieur le ministre. Pascal Canfin, directeur général de WWF et ex-ministre du Développement. Merci également de votre présence, monsieur Canfin. Bienvenue. Et enfin, Olivier Debohan, vice-président de COP de France. Merci de les applaudir. Voilà, alors je vous laisse tous prendre place. Je voulais juste faire un petit lien avec ce que disait Jean Jouzel. On le sait, hein, ces États généraux d'alimentation étaient une demande, un grand chantier voulu par le président de la République. Emmanuel Macron, en effet, avait souligné à quel point la situation des agriculteurs était préoccupante en matière économique. Nous allons donc prendre de la hauteur, nous allons analyser, étudier un problème dont la dimension est à la fois, vous le disiez, donc énergétique, sociétale, environnementale. Notre compétitivité agricole est également en jeu. Nous voulions donc dresser un premier bilan de ces États généraux de l'alimentation et comprendre comment ces transitions vont pouvoir être assurées dans le contexte économique. Alors, avant de laisser la parole à notre grand témoin, Gérald Bronner, Jean Jouzel, un tout petit mot. Je sais que vous n'avez pas participé aux États généraux de l'alimentation, mais juste pour vous, est-ce que déjà l'idée vous semble bonne, importante? Est-ce que cette idée de grand chantier, il fallait absolument la lancer? Oui, bonjour. Effectivement, je me suis pas beaucoup impliqué dans les États généraux de l'alimentation parce que j'ai aussi beaucoup d'activités. Je suis au Conseil économique, social et environnemental et on a sorti des avis, par exemple, sur les aspects sciences-société. Mais ce que j'ai vécu, je me suis beaucoup impliqué dans le Grenelle de l'environnement et ce que je voudrais souligner par rapport à ces États généraux, c'est la pertinence du format. De réunir autour du dialogue, de réunir autour de ces problèmes l'ensemble des parties prenantes. Moi-même, j'étais au moment du Grenelle de l'environnement, j'ai été en charge avec Nicolas Stern du volet climat-énergie et j'ai beaucoup apprécié à travers ce Grenelle de l'environnement disons, le dialogue entre toutes les parties prenantes. Et je crois que la qualité du dialogue s'est encore améliorée, en tout cas l'organisation, puisque on nous avait je regarde Pascal, mais on nous avait reproché que disons, les parlementaires n'étaient pas assez associés à l'époque au Grenelle de l'environnement. Et personnellement, j'adhère vraiment à cette idée d'un dialogue qui est vraiment nécessaire et dont j'espère qu'il sera fructueux. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole à Gérald Bronner, notre grand témoin. Vous êtes donc sociologue, professeur à l'université Paris Diderot. On vient d'écouter Jean Jouzel. On vient donc de se pencher sur la question du climat et des risques. Vous soulignez justement que la notion de progrès s'intègre dans la question de la transition. Et vous avez souligné quelque chose qui m'a intéressé beaucoup en préparant cette table ronde. Vous avez notamment souligné que cela implique l'idéologie de la peur. Qu'est-ce que c'est pour vous l'idéologie de la peur? Ah oui, on rentre immédiatement dans le vif du sujet. Alors vous pouvez quand même faire des circonvolutions, il n'y a pas de problème. Merci pour cela. Effectivement, je vais vous parler en fait d'une autre transition non moins importante, fondamentale, qui n'apparaissait pas dans les différents thèmes de votre petite vidéo tout à l'heure et donc qui n'a pas encore été évoquée dans cette journée et qui pourtant, je pense, impacte très fortement l'exercice de votre profession. Je parle des agriculteurs et des professions agricoles en général. Et pour introduire cette idée, je me suis un peu penché simplement sur la question de savoir où vous en étiez, je veux dire les agriculteurs, dans le cœur des Français. Alors, ça va. C'est déjà une bonne chose, voilà, ça va. J'amène quelques bonnes nouvelles, ça va, ça va. Par exemple, par rapport aux banquiers, ça va très bien. Hein, c'est très important aussi, quand même. Ouais. On en a besoin des banquiers. Pourtant, bien sûr, on a besoin des banquiers. Enfin bref, il y a des professions donc, qui sont plus détestées. Et excusez-moi, chère madame, ça va mieux aussi que les journalistes, par exemple, qui ne sont pas très aimés. Donc, de ce point de vue, les agriculteurs ne se portent pas trop mal, mais ils se portent quand même beaucoup moins bien que les pompiers ou les médecins généralistes. Bon.
Et il y a quand même quelques indices, blagues mises à part, auxquels il faut à mon avis être très attentif. C'est que, par exemple, premier élément de satisfaction, selon le baromètre IFOP, qui est un baromètre longitudinal sur ces questions, 66% des consommateurs prétendent pouvoir faire confiance encore aux agriculteurs. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas mal, c'est une majorité franche. Oui, mais ce sont des chiffres qui sont en baisse. Et j'attire votre attention là-dessus, puisque au début de ce baromètre, cette confiance, elle était à 78%, par exemple. On a d'autres chiffres qui sont intéressants. Les agriculteurs sont considérés comme modernes, sans savoir exactement ce qu'il y a derrière ce terme, à 61%, mais ils l'étaient à 81%. Au début de la mesure de ce baromètre, et on voit bien que l'identité des agriculteurs est prise en quelque sorte entre un marteau et un enclume. Entre le marteau et l'enclume, on leur demande à la fois de faire preuve, de se saisir d'un certain nombre d'innovations technologiques, et en même temps on les rêverait dans des petites installations de façon assez bucolique, n'est-ce pas, à l'ancienne en quelque sorte, et on leur reproche bien souvent de s'intéresser à certaines innovations technologiques, et on le fait d'une certaine façon, en effet avec la peur au ventre. Et c'est de ça dont je vais parler, parce que d'autres indices dans cette enquête sont beaucoup plus inquiétants, à mon avis. Et en particulier, l'idée que les agriculteurs ne seraient pas respectueux de la santé des Français. En effet, 54% des Français aujourd'hui déclarent seulement que les agriculteurs sont respectueux de la santé. Et évidemment, à quoi pensent ces Français, peut-on supposer? À toute une série d'alertes, de risques, de peurs qui ont traversé l'opinion publique et dont évidemment que vous n'avez pas pu ignorer. Certaines peuvent être fondées et d'autres sont franchement, en tout cas, en rupture avec l'orthodoxie de la science. Parce que je suis d'accord avec M. Jouzel, nous sommes tous globalement incompétents sur nombre de sujets et la meilleure façon que nous puissions nous orienter dans cet océan d'informations, c'est de déléguer notre croyance là où il y a un consensus scientifique. Par exemple, sur le réchauffement climatique et sur l'activité de l'homme, qui a une part évidemment incontestable dans ce réchauffement et majoritaire. Alors, de la même façon, ou plutôt d'une autre façon, justement, nos concitoyens se saisissent d'un certain nombre d'alertes en croyant savoir. Nous sommes rentrés dans un régime d'individus qui ont l'impression de savoir, et vous savez que l'ignorance est moins dommageable à la connaissance que l'impression de savoir. Il n'y a rien de plus dangereux que l'impression de savoir en réalité. Et donc, toutes sortes de craintes, par exemple, y compris sur des produits tout à fait quotidiens comme le lait. J'ai découvert en regardant que certains pensaient que le lait était cancérigène, par exemple, contraire aux données scientifiques qu'on a à cette question. Vous savez sans doute qu'il y a beaucoup plus de gens qui se croient intolérants au gluten que ce que l'allergologie peut nous dire, par exemple. Et grosso modo, il y a un certain nombre d'indices depuis une quinzaine d'années qui sont au rouge. Pour prendre un autre exemple, la crainte des vaccins. Aujourd'hui, il y a quelques années, au début des années 2000, il y avait 9% de nos concitoyens qui se méfiaient des vaccins, ce qui est déjà considérable. Aujourd'hui, ils sont plus de 40%. Et la France occupe le numéro 1 mondial dans cette pyramide de la peur, n'est-ce pas? On est en train de créer en quelque sorte une société d'hypocondriaques où, face à notre assiette, on souhaite plutôt bonne chance que bon appétit. Alors, cette situation, elle vient précisément d'une grande transition qui est civilisationnelle, qui est véritablement historique, qui est la transition, disons, informationnelle, n'est-ce pas? Une production d'informations absolument dantesque, en quelque sorte, puisqu'on a produit plus d'informations au début des années 2000 que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. En 2005, on avait produit 150 hexabits, ce qui est colossal. En 2010, on en avait produit 8 fois plus. Nous croulons donc sous les informations et nous ne savons pas très bien comment nous orienter. Et malheureusement, justement, dans cette transition informationnelle, une des boussoles que l'on peut utiliser, mais dont il faut se méfier, parce qu'elle est instrumentalisée, c'est la peur. La peur est, dans cette cacophonie informationnelle, une bonne façon d'attirer l'attention. Et n'oubliez pas qu'un certain nombre de nos concitoyens vivent de cette possibilité de capter du temps de cerveau disponible, n'est-ce pas? Et ils le font éventuellement économiquement ou simplement symboliquement, car on aime toujours attirer l'attention des gens quand on émet un message. Le problème, c'est que donc cette dérégulation du marché de l'information, qui est en fait grosso modo, disons, assez bien symbolisée par Internet, tout simplement, eh bien, elle crée une drôle de démocratie, puisque c'est vrai que c'est une forme de démocratisation du marché de l'information, puisqu'aujourd'hui tout le monde peut s'y exprimer. Auparavant, c'était les journalistes, les professeurs d'université, les chercheurs, ceux qui étaient considérés comme des sachants. C'est vrai que ce n'était pas très démocratique. Le problème de cette démocratie, c'est que certains votent 1000 fois, tandis que d'autres ne votent jamais. Il y a donc une asymétrie de motivation, et ceux qui sont les plus motivés à faire valoir leur point de vue
C'est précisément ceux qui sont porteurs d'un certain nombre d'éléments de radicalité, de crainte, de militance, pas toujours d'ailleurs de façon irrationnelle, hein, que les choses soient claires, mais du coup, il y a une organisation permanente qui nous fait confondre la visibilité d'un message avec sa représentativité. Et peu à peu, nos concitoyens qui ne savent pas, qui sont indécis sur des questions qui sont très techniques, hein, le glyphosate, que sais-je, les OGM, bien le lait, j'en ai parlé, les vaccins, etc., toute cette série de choses, eh bien, il va demander une demande d'information et malheureusement, en utilisant par exemple Google, vous allez tomber sur des tunnels argumentatifs qui vont être très convaincants, mais pas forcément vrais. C'est une confusion permanente entre la vraisemblance et le vrai, et sachant que le vraisemblable est plus facile à intégrer que le vrai. Il y a un certain nombre de choses qui sont contre-intuitives dans les propositions de la science, bien entendu. Alors, pour conclure, puisque je n'ai que quelques minutes sur cette transition informationnelle et sur cette asymétrie des peurs, elle constitue un dommage, parce que vous pourriez dire, après tout, mieux vaut prévenir que guérir. Oui, mais voilà le problème. C'est que nous avons, pour parler comme le sociologue Hervé Flancard, un panier des craintes, un panier des peurs. Nous avons une capacité d'attention qui est limitée. Nous ne pouvons pas faire attention à toutes les peurs, ce qui fait que ça crée un climat d'insécurité permanent, mais certainement pas une hiérarchie rationnelle des craintes. N'est-ce pas ? Par exemple, il y a des craintes authentiques, des choses dont on devrait avoir, enfin, dont on a raison d'avoir peur, et des choses que l'on doit anticiper rationnellement avec un certain nombre de sacrifices, comme M. Jouzel nous l'a bien expliqué. Seulement, dans cette perturbation constante entre, je vous l'ai dit, un certain nombre de produits, etc., il ne se passe pas un jour sans qu'il n'y ait pas eu, pas un jour ou une semaine en tout cas, sans qu'il n'y ait pas une alerte, et certaines d'entre elles sont fondées. Seulement, il faut à la science beaucoup plus de temps pour défaire une crainte, n'est-ce pas, qu'il n'en faut au marché de l'information pour en diffuser. Ce qui crée un embouteillage des craintes tout à fait considérable et un grand dommage pour l'attention que nous devrions accorder à certaines urgences, en effet, dont l'urgence climatique, dont d'autres urgences, par exemple la baisse d'efficacité des antibiotiques. Il y a toute une série de sujets qui passent totalement, les maladies nosocomiales qui font beaucoup de morts, n'est-ce pas, et qui passent totalement inaperçues, tout simplement parce que nos capacités d'attention, elles sont limitées. Eh bien, moi, je crois que finalement, et c'est vraiment là-dessus que je terminerai, toute forme de tyrannie, c'est jouir, c'est profiter de l'apathie des gens de bien et de raison. Et cette situation, nous en sommes tous un peu responsables. C'est parce que nous laissons faire les plus motivés sur ce marché dérégulé de l'information que nous laissons aboutir cette asymétrie et cette idéologie de la peur qui est en train de nous contaminer. Donc, je crois que dans cet état du marché de l'information, les agriculteurs ou ceux qui sont dans les réseaux de professions agricoles ont des compétences, ce sont des sachants. Ils ont accumulé un certain nombre de connaissances. Il manque simplement maintenant qu'ils se battent en quelque sorte, même si je sais qu'ils ont bien d'autres choses à faire, pied à pied, jour à jour, sur les forums, sur les réseaux sociaux, pour faire valoir des points de vue rationnels. Car sinon, si vous ne prenez pas cette place, eh bien, la chaise sur ce marché de l'information ne reste jamais vide. Donc je pense que si effectivement les agriculteurs, ce n'est certainement pas une profession du passé, c'est une profession de l'avenir, mais cet avenir va être gravement perturbé par des effets d'opinion publique. La partie n'est pas perdue, mais encore faut-il accepter de la jouer.